Notaire est hors la loi. Et la justice? Un notaire fait défaut et spolie une propriété. Le chien sauve les locataires de l'incendie. L'incendie de cet immeuble a failli coûter la vie à 2 personnes, sauvées par le chien qui aboie. Peut-on établir un lien entre cet incendie et les faux d'un notaire qui ont permis une spoliation par un promoteur? Indiscutablement. Même si l'analyse de ce délit reste complexe, face à l'immeuble incendié et dans le même temps, ses écritures. Non au viol de la DDHC, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par notaire véreux, flic voyou, juge ripou. Alan Brunner, Philippe, Nizam, pendu par les pieds. Mais je ne prononcerai pas ce qui est écrit. Cet immeuble a été construit grâce à la spoliation de la propriété du voisin, personne vulnérable. Cette spoliation comprend une partie de la maison. Elle a été commise principalement grâce à maître Nizam Daniel par des faux et faux en écriture publique. La construction et l'usage de ce bâtiment permet de battre le record de viols de loi sur un même bâtiment. Droit de l'homme, code civil, de l'urbanisme, de la construction, de l'environnement et de la santé publique. Le bénéficiaire est pharmacien. Et laisse dubitatif quant à la valeur morale des responsables de l'État, de ses représentants et de certains gendarmes magistrats en charge d'assurer la protection des citoyens et de leurs droits. Une campagne d'information fut menée. Ça peut vous arriver demain. Spolié d'une partie de son habitation par des promoteurs avec la complicité d'officiers ministériels et représentants de l'État, faux et faux en écriture publique, notamment aux Champs-Élysées. Ici, Faubourg Saint-Honoré, à 2 pas du ministère de la Justice, face à la préfecture de La Rochelle, en centre-ville, toujours à La Rochelle, devant l'espace Ancan lors du Salon international du documentaire, mais aussi à Saint-Pierre-de-Léron où se passe l'action, ici, place de la mairie, près du marché. Et plus haut. Après avoir passé 3 jours sur le port de la Cotinière, avec succès à recueillir une invraisemblable multitude de témoignages plus stupéfiants les uns que les autres, et à expliquer la situation, le danger pour chacun d'entre nous, j'écrirai la conclusion. Ici, je suis en sécurité. État, juge, gendarme, notaire, hors la loi. Ils violent aussi les droits de l'homme. Qui reste-t-il pour assurer la protection des droits et des citoyens? Que reste-t-il de la République, du pilier de la démocratie? Cette campagne d'information a permis de mesurer l'ampleur et la diversité des modes de spoliation dont la clé de voûte est le notaire. Une victime découvrira que dans l'acte authentique qu'il a signé, le numéro de parcelle ne correspond pas au numéro de la parcelle qu'il a visitée. Il lui sera vendu une parcelle quasiment inconstructible. Ceci n'est-il pas illustré par ce notaire qui dit « À l'abordage, saisissez les biens. Par le pouvoir de mon tampon, je vous ruine. » Autre exemple particulièrement remarquable. Un architecte se voit refuser par la mairie le permis de construire pour son atelier dans la propriété qu'il vient d'acheter. Bien qu'informé des projets professionnels, le notaire ne mentionnera pas la non-constructibilité du partie du terrain. Cette information aurait même été soustraite. La justice déboutera ses victimes. Elles ont signé. En fait, elles ont fait confiance au notaire. Dans le petit bourg de Saint-Pierre-de-Léron, 5 familles ont été spoliées. Ainsi, il sera constaté. Avant, l'État poursuivait les pirates. Maintenant, il les protège. Va-t-on comprendre quelque chose? Des victimes renoncent à poursuivre, cédant aux menaces, pour des raisons économiques ou... Suite à de nombreuses menaces, mon véhicule fut incendié à l'intérieur de ma propriété. Les auteurs ne furent pas identifiés. Mais l'impunité accordée à la délinquance ou criminalité en col blanc soulève la colère. Ici, sur un mur près de la gendarmerie, criminels, col blanc, impunis, y en a marre. Ici, sur un autre mur, cette autre colère. Dans cette vidéo, nous allons zoomer sur un des représentants de l'État qui porte le nom d'officier ministériel, le notaire, dans l'exercice de sa mission. Quelle place est laissée par certains notaires à la loi, au code de déontologie et aux droits de l'homme? Nous conclurons sur le rôle de la hiérarchie et des garde-fous qui existent, pourtant. Dans cet exemple, nous avons choisi M. Daniel Nizam, lequel continue à porter le nom de maître, malgré la quantité et diversité d'erreurs ou exactions commises. Quelques faits d'armes représentatifs seront étudiés. Premièrement, dans son exercice de pillage des finances publiques. Deuxièmement, dans son exercice hors la loi, je défie code civil et les droits de l'homme. Et troisièmement, dans l'exercice tentative d'escroquerie ou prendre les gens pour des... Premièrement, donc, pillage des finances publiques.
Élu à la mairie de Doluce-d'Oléron, ce notaire participe pourtant à l'achat d'un terrain de plusieurs hectares pour sa commune. Alors que ce projet a pour objectif avancé une extension du village, 200 à 250 logements, ce terrain est situé à distance des dernières maisons de la commune, Fief-Melon. De nombreuses parcelles existent entre la parcelle achetée et le village. Pourquoi ne pas avoir acheté les parcelles limitrophes? N'y a-t-il pas conflit d'intérêt ou prise illégale d'intérêt? Première faute. Deuxième faute. Ce terrain sera acheté plus d'1,2 million au comité interentreprises Thales, alors qu'il vaut, après expertise des services de l'État, moins de 5 000 €. Le conflit d'intérêts ne se précise-t-il pas? Troisième faute. Ce terrain, qui était censé permettre une extension de sa commune, est classé, certes pas entièrement, près de 1,4 hectares en zone humide et donc parfaitement inconstructible. D'autres contraintes environnementales s'ajoutent à ce terrain. Où est donc le devoir de conseil du notaire? Maître Nizam aurait dû informer son client, la mairie, qui n'est autre que lui, que ce terrain ne correspondait ni à l'objectif ni à sa valeur réelle. Comment l'ordre des notaires peut-il avancer qu'un acte signé chez un notaire est un gage de sécurité? Ici, le client perd plus d'1 million d'euros et ne peut réaliser son projet. Peut-il y avoir pire? Seul le vendeur a fait une juteuse transaction. Et Maître Nizam? Comment interpréter sa réponse quand on l'interroge peu de temps après cet achat sur sa motivation pour se représenter pour être maire? Doluce m'a beaucoup donné. Balayé par un candidat de dernière minute à dominante écologiste, il devra se contenter d'un siège dans l'opposition. Il démissionnera. Dès lors, n'est-ce pas difficile d'interpréter « Doluce m'a beaucoup donné » dans un sens autre que matériel? Car il aurait pu, même dans l'opposition, rester et apporter sa contribution à la commune qui lui a tant donné. Par ses idées, son dévouement en commission, etc. Mais il n'aurait pas été aux commandes ni aux finances. Les journaux titreront « Le dossier du Fief-Melon passe en terrain judiciaire ». Le projet immobilier imaginé par l'ancienne municipalité prend des allures de fiasco financier. Le juge des référés va nommer un expert judiciaire à suivre. À présent, deuxième fait d'armes de Maître Nizam Daniel. Pillage de biens privés et droits. Vous pourrez consulter sur le site Impunité Col Blanc la lettre adressée à toute sa hiérarchie, le crime parfait à Oléron. Or la loi, Maître Nizam Daniel, dans un même acte dit authentique, A. Permettra un vol de propriété, B. Fera disparaître une servitude conventionnelle de passage, et, par ailleurs, pour son même ami et comparse, tentera une nouvelle arnaque. Maître Nizam, dans cet exercice, permettra le vol de propriété d'une personne vulnérable au profit de son client et ami Philippe Hollenbrenner, promoteur. M. Favre disposait d'un acte authentique de 1957 par lequel ses parents lui cédaient une partie de la ferme. L'autre lot revenait à son frère. Ce lot sera vendu à la famille Hollenbrenner en 1988. Le lot Hollenbrenner et le lot Favre. Cet acte est extrêmement précis quant à la division des lots. Il définit la limite du lot qui sera acquis par la famille Hollenbrenner, limitée à l'autre partie du chai attribuée au second lot par la ferme, aboutissant au milieu de la partie d'entrée actuelle côté nord du dit chai, petite écurie derrière, et plus loin, encore plus précis, le mur ouest de l'écurie du second lot. Et très précisément à la page suivante, que la séparation à établir dans le chai sera faite en parpaing de ciment d'ici le 15 juin prochain de 1958. À ce jour, la séparation est toujours aussi indiscutable. Le mur en parpaing de ciment, la ferme qui aboutit à l'entrée avec le linteau en pierre, le seul existant. Sur ce plan de l'expert judiciaire, nous constatons que le mur de séparation intérieure est prolongé par un mur extérieur mitoyen qui délimite parfaitement la propriété Favre. Un mur mitoyen peut-il être situé ailleurs qu'en limite de propriété? N'ayant jamais vendu ni cédé sa parcelle, M. Favre reste propriétaire. L'expert judiciaire confirmera à maintes reprises que cette parcelle n'aurait jamais dû être cédée à M. Hollenbrenner. Pourtant, Maître Nizam l'attribuera à son ami pour permettre une promotion immobilière fort avantageuse. Elle permettra in fine à M. Djilani Mohamed, le pharmacien du village, de plus que doubler la surface de plancher constructible. Petit b. Autre pillage de biens et droits privés. Maître Nizam Daniel fera disparaître une servitude conventionnelle de passage établie en 1957.
Je n'illustrerai pas cette disparition puisque par définition elle n'apparaît nulle part sur l'acte du 30 juillet 2003. Cependant, la servitude existait. En effet, elle est indiquée sur l'acte de 1957, en partant de la route nationale par une allée qui restera commune entre les deux lots, qui rejoindra la route nationale au bâtiment. Et sur la page suivante de ce même acte de 1957, il est expressément convenu entre les copartageants que l'allée d'entrée de la propriété sera commune entre les deux lots et entretenue à frais communs jusqu'au bâtiment. Maître Nizam viole la loi à nouveau. Deux fonds dits dominants bénéficient de cette servitude. Maître Nizam supprime définitivement le fonds bénéficiaire, le fonds Favre, et le prive de son accès à sa maison. Il viole ainsi la loi sur l'extinction des servitudes. Pour arriver à ses fins, il multipliera les manquements dont le cumul m'obligera à écrire à toute sa hiérarchie, à commencer par son épouse, Madame la présidente de la Chambre départementale des notaires de Charente-Maritime, Maître Hélène Gaillard-Nizam, mais aussi à Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat à Paris. Comment prétendre à une quelconque sécurité ou garantie des actes lorsqu'ils sont encadrés par un notaire? Et plus loin, malgré les constats d'huissier, expertise judiciaire donnant tort au notaire qui a attribué puis vendu une parcelle à tort, avec démonstration et preuve par les actes sur le terrain le bon sens, ce dernier persiste. Tant d'erreurs que je m'interroge sur la capacité de lire, de compter et même de transcrire de Maître Nizam. Premier exemple, une erreur de calcul. Une parcelle mère de 1,79 ar est divisée en 3 parcelles, 65, 40 et 29. 134 dans l'acte de Maître Nizam. En la divisant, elle perd 25% de sa surface. Deuxième exemple d'erreur. Erreur de lecture. Alors que sur cet acte qui crée la servitude en 1957, il est écrit « Il est expressément convenu entre les copartageants que l'allée d'entrée de la propriété de 5 mètres de largeur sera commune entre les deux lots et jusqu'au bâtiment, qu'il a été annexé au présent un plan. » Sur ce plan, il est inscrit « allée commune de 5 mètres ». Comment Maître Nizam, dans sa réponse à l'expert judiciaire, ose écrire? Dans sa conclusion, tout le travail de l'expert repose sur un postulat contestable. Que ce postulat est faux ou tout du moins contestable, le chemin commun de la largeur existante sur site est non de 5 mètres. C'est un notaire qui ainsi viole les lois sur l'usage des servitudes. Plus grave encore, malgré la démonstration de l'expert judiciaire, le bon sens et l'acte authentique de 1957 qui précise la servitude conventionnelle de 5 mètres de largeur, Daniel Nizam persiste. Troisièmement, erreur de retranscription. La mère délivre un permis de lotir le 10 juin 2003. Cet arrêté de lotir comprend 2 parcelles. Pourtant, Maître Nizam Daniel, sur son acte du 30 juillet 2003, ajoute à ce permis une autre parcelle, partie de la parcelle 287 qu'il vient de spolier à M. Favre. Pas même transcrire et il est notaire. Quatrièmement, erreur de droit. Une servitude de passage commune aux 2 propriétés est constituée dans l'acte authentique de 1957, en partant de la route nationale par une allée qui restera commune entre les 2 lots. Cette convention est à nouveau précisée en page suivante. Il est expressément convenu entre les copartageants que l'allée d'entrée de la propriété sera commune entre les 2 lots. De même, sur le plan annexé, allée commune. Est-ce une nouvelle difficulté de lecture qui conduira à nouveau M. Daniel Nizam à une nouvelle spoliation en violant les lois sur l'extinction des servitudes? Par ce non-report du bénéficiaire dit fonds dominant, ce notaire prive en droit M. Favre de tout accès au reste de sa maison. Concernant les multiples difficultés de Daniel Nizam, il semble nécessaire de l'inviter à faire la différence entre un postulat et une démonstration, et qu'un fait démontré n'est plus un postulat. Point n'est besoin de commenter cette attitude affligeante concernant les 5 mètres qu'il veut réduire à 4 mètres. L'expert répondra et confirmera « La servitude est bien de 5 mètres, il sait tout simplement lire ». Doit-on penser que certains notaires ne savent pas lire, ni compter, ni transcrire? Comment peuvent-ils dès lors garantir un acte authentique? Concernant ces faits d'armes, je me réserve le droit de les considérer comme glorieux, puisqu'il s'est agi principalement de spolier une personne vulnérable et en réunion. Troisième type de fait d'armes de Maître Nizam Daniel, escroquerie par jeu d'écriture. Maître Nizam Daniel osera écrire à sa hiérarchie « Je suis désolé que M. Tirard puisse croire que je prenne fait et cause pour M. Hollenbrenner
en parfaite mauvaise foi alors que je tente de vérifier l'exactitude des propos des uns et des autres. Or, dans ce troisième exemple, des usages de ce notaire, une démonstration de la tentative d'escroquerie d'une des parties signataires de l'acte en son étude au profit de l'autre partie, Philippe Hollenbrenner. Dès les premiers projets d'une cession, il était convenu entre les parties que le paiement des frais d'acte serait à la charge de la famille Hollenbrenner, ce qui fut écrit ici en page 10 du projet. Tous les frais seront supportés par les consoeurs Hollenbrenner. Dans cet autre projet, en page 9, tous les frais, droits et émoluments seront supportés par les consoeurs Hollenbrenner. Mon notaire, en qui j'ai la plus grande confiance, avait annoncé son départ en vacances, mais était prêt à répondre à mes interrogations en cas de doute à la réception du projet finalisé qu'il me chargea de réceptionner. Mais l'extrême méfiance à l'égard de M. Daniel Nizam et habitué au machiavélisme des procédés de ce notaire et de ce promoteur me permirent de déjouer cette nouvelle arnaque. Je reçus donc le dernier projet, copie de ce que j'allais signer. Il n'était pas question de relire uniquement si les dernières corrections avaient été effectuées, mais de relire minutieusement le document entier. Ainsi, je découvris que par un habile jeu d'écriture, maître Nizam avait transféré les frais à l'autre partie et déchargé Philippe Hollenbrenner de tous les frais dont il était convenu qu'il aurait la charge. Comment ? Il changea la présentation. Au lieu du limpide paiement des frais à charge de M. Hollenbrenner, vu précédemment, il divisa en 2 paragraphes disant de plusieurs pages le paiement des frais. Ainsi, dans un premier temps, à la charge de l'acquéreur, paiera tous les frais, sauf si le contrat est stipulé contrat en main. Comment penser que le prix ne serait pas contrat en main ? Pourtant, la grande méfiance et un retour en arrière de plusieurs pages permirent de constater que le prix n'était pas contrat en main. Maître Nizam était sur le point de réaliser une xème arnaque au profit de Philippe Hollenbrenner. Nulle part sur ce contrat il est indiqué contrat en main. Pourquoi avoir changé la limpidité de la formulation des précédents projets si l'intention de l'arnaque n'était pas là ? Indiquant qu'il n'était pas question de signer un tel document, je reçus des excuses pour cette regrettable erreur. Ainsi, l'association Nizam-Hollenbrenner continuait à sévir, et ce, après avoir volé bien les droits immobiliers. Comment M. Daniel Nizam ose défendre son impartialité ? La nomination de son épouse comme présidente de la Chambre départementale des notaires ne permit pas de faire avancer les sanctions des multiples manquements. Maître Hélène Gaillard-Nizam bottera en touche et me proposera de me diriger éventuellement vers la justice. Attendre la justice. Est-il possible de parler des notaires sans parler de la justice ? Y aurait-il autant de victimes de notaires si le droit était appliqué ? N'est-ce pas la responsabilité de magistrats de permettre la répétition du crime parfait ? Dans le cadre de la spoliation de propriété, au civil, le juge Patrick Broussou, au TGI de La Rochelle, validera le vol de propriété et dira en substance que le bien volé appartient au voleur puisqu'il l'a dans les mains en disposant d'un acte de notaire. Il violera la loi en omettant que la propriété est inaliénable et que l'acte que le voleur présente s'oppose à un acte authentique antérieur, précis, lequel prouve que ce bien appartient à M. Favre et que ce monsieur n'ayant jamais vendu ni cédé, ce bien reste lui appartenir conformément aux lois. Ce magistrat, comme les suivants, disposait de 7 preuves et démonstrations de la spoliation, dont expertise judiciaire, acte authentique, huissier, plan de géomètre expert, qui ne comportent ni rature, ni changement d'écriture, ni contradiction. Et même, le voleur qui commettait l'erreur de signer le même jour un compromis de vente par lequel il reconnaissait que la parcelle qu'il volait, grâce à son notaire, appartenait à M. Favre et qu'une servitude de 5 mètres existait, laquelle bénéficiait aux 2 propriétaires riveraines. Ce magistrat ne prendra même pas la peine de répondre à d'autres requêtes. Quant à la Cour de cassation, à son tour, après la Cour d'appel, violera la loi en écrivant « Parcelle restant à l'acquéreur, une servitude de passage et de réseau sur une largeur de 4 mètres. » La Cour d'appel, qui en a implicitement mais nécessitement déduit que cette servitude mettait conventionnellement fin, pour les parties en cause, à la servitude d'origine. Comment peut-il être mis fin à une servitude conventionnelle qui bénéficie à 2 propriétés, alors que, premièrement, cette servitude est reportée quelques mois plus tard dans l'acte authentique de l'un des bénéficiaires par le même notaire et le même vendeur. Deuxièmement, alors que l'autre bénéficiaire, dit fonds dominant, ne participe pas à l'acte et utilise chaque jour cette servitude depuis plus de 60 ans. Troisièmement, alors que la servitude d'entretien des réseaux se trouve ainsi éloignée des réseaux. La Cour de cassation dira de plus le contraire de la vérité, puisqu'elle avait, dans l'acte authentique de 2004, dans lequel cette servitude réapparaissait quelques mois plus tard, signée du même notaire et du même vendeur, Nizam Hollenbrenner. De plus, le même vendeur
Holenbrunner Philippe signe le même jour, le 30 juillet 2003, un compromis de vente dans lequel il mentionnera cette servitude d'origine, tandis qu'il la fera disparaître dans l'acte signé avec Maître Nizam. La Cour de cassation ira jusqu'à condamner la victime à indemniser le voleur. Est-ce le moyen de dissuader et de poursuivre des notaires? Alors, que dira le pénal? Tout n'est-il pas résumé dans cet épisode du déplacement de borne si anecdotique et pourtant si symptomatique? Madame Isabelle Pagenel, procureure de la République du tribunal de grande instance de La Rochelle, dira dans son réquisitoire définitif: alors que, dans le procès-verbal de synthèse, l'officier de gendarmerie écrira: la borne en question a été déplacée, et qu'un huissier confirme: je constate alors que la position de cette borne ne correspond pas au plan de bornage qui m'est remis. Madame la procureure écrira: enfin, s'agissant du déplacement des bornes et de l'atteinte à la propriété ainsi portée, il n'est aucunement établi ni par le plaignant ni par les investigations menées qu'une borne ait été déplacée, de sorte qu'aucune qualification pénale ne peut être admise. À propos du simple déplacement de borne, dans ce dossier anecdotique, eu égard à toutes les exactions commises par les protagonistes, mais qui permettra cependant une nouvelle atteinte au droit de propriété, que dire de la protection des citoyens par la procureure de la République? Alors, comment être étonné que Madame la procureure écrive, toujours dans son réquisitoire définitif, à propos du notaire dont elle a la responsabilité: s'agissant de la réalisation d'un faux par Maître Nizam, notaire, aucun élément ne permet de démontrer que l'attestation de propriété a été rédigée de manière intentionnellement frauduleuse. Ainsi, l'acte authentique du 30 juillet 2003, dont nous avons étudié quelques violations de la loi, lesquelles ont permis quelques spoliations, ne sera pas même considéré. Quant à la juge d'instruction, Madame Sonia Bélier, elle reprendra mot pour mot le réquisitoire définitif de Madame Isabelle Pagenel, procureure. Se contenter de copier les mêmes manquements que la procureure, est-ce la fonction d'un juge d'instruction en charge à son tour de protéger les citoyens? Elle dira: enfin, s'agissant du déplacement des bornes et de l'atteinte à la propriété ainsi portée, il n'est aucunement établi, ni par le plaignant, ni par les investigations menées, qu'une borne ait été déplacée, de sorte qu'aucune qualification pénale ne peut être admise. Enfin, la chambre de l'instruction. Si la chambre de l'instruction dira le contraire de la Cour de cassation pour l'existence d'une servitude de 5 mètres de large, elle n'ira pas à l'encontre de l'objectif principal, assurer l'impunité notamment du notaire. En effet, si la chambre de l'instruction reconnaît que cette servitude bénéficie au fonds appartenant à M. Tirard, cette servitude bénéficie alors forcément au fonds appartenant à M. Favre, puisqu'elle est commune. Comment alors ne pas considérer cette violation de la loi par Maître Nizam qui ne reporte pas le fonds Favre comme fonds dominant? Comment la chambre de l'instruction peut-elle dire: considérant que si le géomètre Brunet et l'expert Chantoiseau, désignés par le juge des référés, ont pu estimer que c'est à tort que cette parcelle a été attribuée au consort Holenbrunner dans la mesure où elle appartenait à la famille Favre, voici donc des preuves qui s'ajoutent aux actes authentiques, constats d'huissier, multiples plans de géomètres experts, cohérents, et preuves ou aveux du voleur lui-même qui précise dans un compromis de vente, signé le même jour, que cette parcelle appartient à la famille Favre, et, dans le même temps, dire: considérant qu'à ce jour, la question de savoir qui était propriétaire de la parcelle BY 287 n'a pas été tranchée clairement, ce qui signifie que la Chambre s'appuie dès lors sur la seule parole des voleurs, lesquels s'opposent à tout et tous, y compris à eux-mêmes, par le compromis de vente et les aveux de cabinet de géomètres experts à l'origine des plans falsifiés. Plus loin, comment la Chambre de l'instruction peut-elle dire: la famille Favre, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'a formulé aucune réclamation à ce sujet. Ceci est le contraire de la vérité, puisque M. Favre a porté plainte auprès de M. le procureur de la République en 2010. Cela n'est-il pas suffisant? La Chambre reconnaît donc la servitude de 5 mètres. En vertu des dispositions de 1957, l'entrée de la propriété de M. Tirard avait une assiette de 5 mètres définie par 2 bandes de 2,50 m à prendre sur Favre et Holenbrunner. Mais M. Favre ayant été spolié de la partie de sa propriété destinée à la servitude, la Chambre propose donc de prendre une nouvelle bande de 2,50 m sur la propriété Favre et sur toute la longueur du passage, nonobstant l'accès dû par le fonds Favre. Ainsi, pour assurer l'impunité notamment du notaire, la Chambre de l'instruction proposera une nouvelle spoliation sous la présidence de M. Pierre-Louis Jacob. Elle suggérera une violation de la loi par une spoliation plus grande de la propriété Favre.
dans le but de permettre de bénéficier de la servitude d'origine. N'atteint-on pas ici l'abjection, sachant que M. Favre est sous curatelle et dans une maison spécialisée? Cette nouvelle violation de la loi et spoliation entraînerait deux invraisemblances. Premièrement, une servitude de passage comporterait depuis son origine, plus de 60 ans, une rangée de marronniers sur son axe et la rendrait impraticable. Deuxièmement, une servitude pour entretenir des réseaux souterrains serait située à plusieurs mètres des réseaux. Dans l'exemple ci-dessus, les magistrats disposaient des faits, du mobile, des noms, adresses et téléphones des protagonistes, des preuves constituées par de multiples actes authentiques, expertise judiciaire, constat d'huissier, multiples plans et documents, compromis de vente, aveux, cohérence. Ils choisirent pourtant jusqu'au bout de maintenir la validation des spoliations, l'impunité, s'arc-boutant avec les seuls voleurs, notaires et promoteurs, sur des mensonges manifestes et incohérences. Les magistrats sont-ils devenus des béquilles de la délinquance ou criminalité en col blanc? La chancellerie et le Conseil supérieur de la magistrature diront ne relever aucun manquement. Aujourd'hui, toute la hiérarchie reçoit cette série Autopsie de la justice. D'une part, ce notaire pirate, et d'autre part, ce magistrat assis sur l'ensemble des codes et lisant le code de l'entre-soi. Ce couple réalise régulièrement le crime parfait dont on constate une multiplication et dont l'origine est le notaire. Si la clé de voûte des spoliations est le notaire, la clé de voûte du crime parfait n'est-elle pas les magistrats peu scrupuleux, lesquels usent de la surcharge de travail qui sert de prétexte alors pour servir ces individus? Désolé pour les magistrats et notaires intègres dévoués à la justice, à l'équité, au respect des lois. Le discrédit n'est pas jeté par ces informations, mais par les hiérarchies qui couvrent manquement, délinquance ou criminalité. Cette information se veut être dans l'intérêt général pour préserver les citoyens des dysfonctionnements de piliers de notre démocratie et permettre de maintenir l'ordre social en espérant une prise de conscience des protagonistes, hiérarchies et représentants de l'État devant l'urgence à agir. Il est considéré par nombre de citoyens que l'état de non-droit est devenu un fait. La désobéissance civile une nécessité. Concernant ce dossier, un bâtiment contesté a été incendié. Violence, mise en danger d'autrui. Sur un mur était écrit